famille. Chers auditeurs, si je commençais cette émission de vie de famille en vous demandant dans quel état émotionnel vous vous trouvez en ce moment. Oui, vous m'avez bien entendu, si je vous posais la question, qu'êtes-vous en train de ressentir en ce moment ? Il se peut que certains soient habitués à cet exercice et répondent facilement. Il se peut que vos émotions du moment soient pas très intenses et donc difficiles à identifier. Il se peut aussi que vous voyez pas du tout l'intérêt d'un tel exercice. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de nos émotions et pour nous éclairer sur ce sujet important, j'ai la chance d'accueillir la psychologue et chercheuse Manuela Braud qui est déjà venue plusieurs fois dans le studio. Merci Manuela d'être à nouveau avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Une émission présentée aujourd'hui par Isabelle Boulan. Et on va commencer peut-être par dire aux auditeurs ce qu'est une émotion. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Donc il faut se souvenir que ça vient de immovere et movere, le mouvement. Donc c'est vraiment important de garder à l'esprit que cette énergie a besoin de mouvement et qu'elle a besoin de circuler. Donc c'est vraiment l'essentiel. Chaque émotion doit circuler et on doit l'aider à circuler, à se mettre en mouvement. D'accord. Donc on sait que ça circule, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'émotion ? Alors, on peut avoir des émotions qu'on pourrait qualifier d'un peu plus agréables ou désagréables, et positives, négatives. Et la problématique, c'est qu'en fait, on est dans une société où souvent les émotions positives, on les accueille très facilement. Rire, c'est toujours bien vu. Mais les émotions négatives, on a tendance à leur fermer la porte, les plus désagréables. La colère, la rancœur, la frustration. Et sauf qu'en fait, quand on leur ferme la porte au nez, les émotions, elles restent à taper à la porte et elles sont en train, elles s'accumulent avec un côté un peu... On a le vase qui se remplit. Et est-ce que ça a un lien quand on dit aux gens ça va bien ? Et puis on n'écoute même pas trop la réponse. Ouais. Alors, c'est typiquement. Ça, c'est typique, ça. Quand on dit ça va bien ou comment tu vas, on n'attend pas du tout. Ce serait même un code social qui serait complètement à côté en décalage que quelqu'un vous réponde aujourd'hui, je me sens pas très bien, je me sens triste, je me sens en colère. Ça ferait bizarre, hein ? Ce serait complètement inadapté. Alors que pourtant, c'est vraiment la question. Donc, il y a des émotions agréables, la joie, l'amour, la fierté, des émotions désagréables, la peur, la colère, la tristesse. Et puis, elles peuvent être plus ou moins fortes parce que dans l'introduction de l'émission, je disais, peut-être que vous ne ressentez pas des émotions très intenses. Et donc, une émotion, on distingue bien les émotions, je ne me trompe pas en disant ça, on distingue bien des émotions qui sont faibles, je ne sais pas si c'est le mot, mais... En fait, on pourrait, pour distinguer un petit peu l'intensité émotionnelle, souvent je conseille d'utiliser comme un thermomètre. Admettons, je ressens la joie aujourd'hui, je me sens à combien de 0 à 10 ? Sur mon thermomètre de joie, je suis à combien ? Ah oui, et d'accord. En fait, souvent, même dans les émotions positives, quand on est jusqu'à 5, ça se passe bien. Mais quand on est au-dessus de 5, souvent, ça devient difficile à gérer. Même dans les émotions positives. Ah oui. Quand on est au travail, vous arrivez au travail le matin, vous êtes à 10 sur 10 en joie. Et le collègue, il va dire, mais elle a un problème. Oui, pourquoi j'imagine. Comme ça, elle sourit comme ça. Vous voyez, donc même les émotions intenses, même positives, sont pas toujours bien vues. Alors les négatives, celles-ci, elles n'ont pas du tout leur place. Voilà. On peut être légèrement triste, légèrement en colère, mais alors il ne faut pas trop le manifester. Les gens s'en rendent compte et puis il faut que ça reste sur le thermomètre assez bas. Donc en fait, vous préconisez, là aux auditeurs qui nous écoutent, de prendre la température de ces émotions. Complètement. Oui, mais c'est pas si simple en fait. Non, c'est pas si simple. Alors déjà, on peut commencer avec des images. On peut par exemple s'imaginer tous les matins, pour prendre la température émotionnelle, concerter un peu sa météo des émotions. Aujourd'hui, déjà, je me sens comment ? Est-ce qu'à l'intérieur, je sens que c'est la tempête ? Est-ce que c'est le plein soleil ? Est-ce qu'on n'est pas loin du tsunami ? Ou est-ce que c'est le ciel dégagé ? Donc déjà, on est pas mal. Et ensuite, on peut mettre en place le thermomètre. On est à combien de tempêtes ? On est à combien de grands soleils ? Et puis, si on a vraiment du mal, on peut aussi passer par les couleurs. Ça, on le fait aussi avec les enfants, ça fonctionne bien. Oui. Aujourd'hui, je me sens de quelle couleur à l'intérieur ? Je me sens violet clair, violet foncé. Je me sens bleu, un bleu profond, foncé ou un bleu très très clair, très enjoué. Parce que je me demande s'ils font pas ça à l'école maintenant, les enfants. Oui, ils font souvent ça. Ouais. Et justement, utiliser les couleurs, c'est parfois plus simple que d'utiliser des mots. Finalement, on est plus proche de l'émotion
de l'énergie que déjà passer par le mot qui est déjà une traduction verbale en fait. Donc on est plus proche du ressenti, c'est plus intéressant. Parce que oui, mais alors après, il faut aussi que cette température, elle soit prise à différents moments de la journée. Alors justement, vu que l'émotion, elle circule, elle est en mouvement en permanence, on voit bien que le thermomètre dans la journée, il varie énormément. On peut être très en colère le matin et puis à midi, on peut être très enjoué parce qu'une nouvelle est venue à chasser la première, mais il faut absolument la première émotion, la laisser circuler. Et puis aussi, les émotions peuvent venir en copine. Et parfois, en copine, plus et moins. Ça veut dire quoi en copine ? En copine, c'est-à-dire que les émotions, elles viennent rarement toutes seules. Elles viennent souvent ensemble. Et par exemple, on peut être... alors on va évoquer un sujet difficile, mais mes patients qui accompagnent leurs proches en soins palliatifs, au moment du décès de leurs proches, il y en a souvent, ils me disent qu'ils sont de un extrêmement tristes, une tristesse qui les ravage, mais en même temps, ils sont soulagés et presque contents que leur proche ait arrêté de souffrir. Donc, vous voyez, on peut vraiment traverser par des émotions très fortes et qui paraissent très antagonistes. Et en fait, c'est important de ne pas se culpabiliser, par exemple, dans un cas comme ça, de dire « mais comment ça se fait que je suis content ?» Je pense à une de mes patientes, il n'y a pas longtemps, qui a perdu son père dans des conditions très difficiles de santé. Elle dit « comment est-ce que je peux presque être contente qu'il soit parti ?» Mais parce qu'il souffrait trop. Donc oui, on peut être ravagé de la perte de quelqu'un et oui, on peut être en même temps content du fait qu'il ait arrêté de souffrir. Et il faut accueillir les deux. On n'est pas censé culpabiliser l'un envers l'autre. On est et content et ravagé par la tristesse. Et là, pour le coup, ça peut être une émotion plutôt positive, on va dire, si elle est soulagée. Et donc là, c'est difficile d'accueillir une émotion positive. Parce que tout à l'heure, on disait que les émotions désagréables, c'était les plus difficiles. C'était les plus difficiles, mais parce qu'on est beaucoup guidé par les représentations sociales. Et en fait, dans les représentations sociales, devant les autres, être triste, c'est mal vu, entre guillemets. C'est mal accepté par la société. Quand on a un proche qui décède, on n'a pas le droit, entre guillemets, d'avoir le sourire. Vous voyez, c'est impossible. Ça, mais la personne a un problème. Comment est-ce qu'elle peut être heureuse d'avoir perdu son père ? Je pense à ma patiente, alors qu'en fait, non. Elle peut être aussi contente. Voilà, et être soulagée que son père ait arrêté de souffrir. Mais on est beaucoup guidé par les représentations sociales et le côté un petit peu qu'est-ce que je suis censée montrer comme attitude. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça empêche vraiment de se concentrer, de se recentrer sur les ressentis. Et les ressentis, on ne les décide pas. Une émotion n'est jamais décidée. À aucun moment, personne, le matin, vous comme moi, on appuie sur le bouton en disant « Aujourd'hui, je suis joyeuse, aujourd'hui, je serai triste ». On ne le décide pas, les émotions s'imposent à nous. Donc, il faut accepter ce mouvement et ne jamais se juger de l'émotion qui arrive. Il faut simplement l'accueillir. Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne. Ne jamais juger de l'émotion que l'on traverse. Parce qu'on a tendance parfois à se dire... ah bah oui, t'es triste parce que, je sais pas, moi, t'as tout fait pour que tu sois triste. En fait, on peut se parler à soi-même en se disant... bah, c'est normal si tu es triste et que tu as fait ceci, cela. Ça, c'est le sentiment de culpabilité qui vient un petit peu juger l'émotion parce qu'en fait, on se sent responsable souvent de ce qui nous arrive. Et c'est marrant parce qu'on se sent souvent beaucoup plus responsable de ce qui peut générer des émotions négatives que responsable de ce qui peut générer des émotions positives. Ah, c'est vrai, ouais. Les émotions positives, c'est souvent la chance, le destin, grâce aux proches, parce que on a fait une fête, mais heureusement qu'ils étaient là. C'était un bon jour, en fait. C'était un bon jour, voilà, mais c'est comme si c'était externe. Et tout ce qui est négatif, c'est souvent notre faute. Ah, je suis triste, j'ai loupé un devoir, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. À aucun moment, si on prend par exemple les étudiants, mes étudiants, jamais, quand ils ont une mauvaise note à leur partiel, ne remettent en question l'enseignant en face en disant « Est-ce que réellement le partiel était réalisable en fonction des cours qu'on a eus ?» À aucun moment. C'est toujours eux le problème. Ah oui ? Ben oui, alors qu'en fait, ça peut arriver qu'il y ait des partiels qui soient pas du tout, qui correspondaient pas au cours. Et puis, si une moyenne de promo est catastrophique, c'est bien qu'il y a un problème avec le devoir. Oui, c'est vrai. Alors, je dis ah oui parce que je me dis, les jeunes étudiants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pas plus habitués à faire attention à leurs émotions? Oui, on a une nouvelle génération pour laquelle c'est beaucoup plus OK. Les émotions, c'est moins tabou. Et il y a aussi une question d'éducation.
Voilà, l'émotion est un mot qui était tabou, mais moi, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand j'étais petite, l'émotion était quand même quelque chose qui était difficile à entendre. Oui. Je suis quand même de génération où fallait pas pleurer, tomber sur la cour. Voilà, il fallait pas montrer ses émotions, jamais. Il fallait être fort. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus OK. La nouvelle génération est plus OK avec la vulnérabilité, qui est la définition même de l'humanité, en fait. L'humain est vulnérable. Voilà, ouais. Et donc, on a peur de montrer ses faiblesses, en fait. Voilà, sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité. Pour moi, c'est pas de la faiblesse. C'est pas la même chose. Hein. Non, parce que la faiblesse, c'est déjà... Oui, on est déjà en train de s'auto-juger. Ah oui. On est en train de s'auto-juger de... T'es faible, donc parce que t'es censé être fort. Alors que la vulnérabilité, c'est un état de fait. Et c'est ce que je dis toujours à mes patients. Superman. Qui peut dire que Superman n'est pas fort ? Superman est vulnérable avec la kryptonite. Ah. C'est la définition même de la vulnérabilité. D'accord. Et pourtant, Superman est super fort. Alors, sur Superman est super fort, le temps passe vite. Là, c'est déjà le moment de notre pause musicale et j'espère que vous êtes dans une émotion agréable puisqu'on va écouter Happy de Pharrell Williams. Vous êtes bien dans Vie de famille et nous parlons des émotions aujourd'hui avec la psychologue Manuela Braud qui est avec nous dans le studio. J'aimerais bien, Manuela, qu'on revienne sur un sujet, c'est comment faire pour identifier et nommer nos émotions. Est-ce qu'il y a des
des petites astuces à nous donner? Des petites astuces. Alors, pour identifier les émotions au cabinet, je travaille beaucoup avec un outil qui s'appelle la roue des émotions. Ouais. Alors, elle est constituée en 3 parties. Vous pouvez la refaire à la maison très facilement. Dans un premier cercle au centre, il y a des expressions qui permettent d'identifier comment l'émotion se niche dans le corps, avec plusieurs expressions. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des ailes dans le dos, etc. Donc Ensuite, ça, c'est physique. ça, c'est physique. Ce que je ressens dans mon corps. Tout à fait, parce que l'émotion se loge toujours quelque part dans le corps. Et d'ailleurs, on a parlé du thermomètre tout à l'heure, mais on peut tout à fait identifier. Par exemple, la colère, je la ressens où dans mon corps. Et en se concentrant bien, plus on va s'entraîner, plus on va se rendre compte où se loge la colère. Et ça veut dire que si j'ai l'habitude d'avoir identifié que quand je suis contrariée, c'est mon épaule gauche qui se crispe, si je sens que mon épaule gauche se crispe, ça va peut-être me dire, tiens, t'es contrariée. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais. On apprend à mieux se connaître. Et vous, peut-être que c'est l'épaule gauche, peut-être que moi, c'est l'épaule droite, et peut-être que quelqu'un d'autre, c'est au niveau de la gorge. Voilà, chacun sa zone. D'accord, ok. Donc après l'identification, la deuxième partie de la roue, on est dans les émotions pures qui sont classées par famille, la peur, la tristesse, la joie, la colère, et il y a plein d'exemples de définitions. Par exemple, dans la joie, il y a la bonne humeur, le fait de se sentir confiant, content, enthousiaste, euphorique, etc. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a identifié l'émotion, comme elle vient manifester un déséquilibre, c'est important d'essayer de réfléchir une fois qu'on l'a accueillie, comment on pourrait l'aider à circuler. Et donc, sur ce dernier tour de roue très intéressant, on a des besoins. Et par exemple, si on se sent dans une émotion un peu d'insécurité intérieure, on peut essayer de réfléchir dans la roue qu'est-ce qui pourrait nous aider en tant que besoin. Par exemple, je vois dans la roue, il y a comme besoin l'abri. Donc, si un jour on se sent en insécurité, on peut se dire si j'ai besoin d'un abri, d'un cocon, peut-être qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire plein de choses, de sortir, faire des choses administratives. Peut-être que je vais plutôt rester au coin du feu avec un bon plaid, un petit chocolat chaud pour justement répondre à ce besoin de sécurité avec ce besoin d'abri. Et comme ça, on va répondre à l'émotion. Oui, même si c'est... on répond à l'émotion et au besoin, on change un peu nos plans en fonction de nos émotions. Exactement, parce que si on se sent en insécurité, si on s'était prévu une grande journée administrative, j'en sais rien, passer aux impôts, vous savez, faire des choses un peu ennuyeuses. Des trucs drôles. Il y a des trucs très drôles. Il y a peu de chances demain que ça se passe bien. Et en plus, comme si on se sent en insécurité, on va forcer. Et en fait, on va laisser l'émotion à la porte. Et c'est tout le problème à chaque fois qu'on bloque une émotion. Et bon, sur une journée, il ne va rien se passer à part le fait qu'on va faire ce qu'on était censé faire de manière un peu plus tendue, moins agréable. Et en plus, ça va nous coûter beaucoup d'énergie parce qu'il ne faut pas croire, on va lutter contre le fait de ne pas accepter l'émotion. Je vous coupe la parole, mais il y a des trucs qu'on est obligé de les faire. Oui, on est obligé de les faire, mais peut-être pas le jour où on se sent en insécurité. D'accord. C'est vraiment ça, c'est le fait de s'écouter. Et puis, si à 8h du matin, on se sent en insécurité, qu'on s'est prévu une journée marathon, on peut peut-être se faire ne serait-ce qu'une heure de voilà, je me sens en insécurité, j'ai besoin d'un abri. Et je me fais une petite heure par exemple, de méditation de pleine conscience au coin du feu avec un plaid, un chocolat chaud. Et une fois que j'aurai senti que mon thermomètre d'insécurité, il est redescendu, ensuite, je pourrai mettre en mouvement. Ouais, c'est pas l'un ou l'autre. On peut faire l'un et l'autre du moment qu'on s'écoute. Alors, j'ai pas bien compris, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas soit on écoute son émotion, soit on l'écoute pas, et c'est radical, c'est noir ou blanc. D'accord. On peut aussi l'écouter et se mettre en action dès qu'on est prêt à s'y mettre. D'accord. Et par contre, forcer, ça me semble pas être une bonne chose. Des fois, j'ai des patients qui sont en arrêt de travail et ils sont malades, ils sont vraiment pas bien. Et là, il y a pas longtemps, j'ai une patiente, elle a une grippe vraiment carabinée. Oui. Et au bout d'une semaine, elle avait un arrêt pour une semaine, elle devait retourner au travail. Et ça m'a semblé... Et vous voyez, complètement, au bout d'une semaine, elle était fatiguée, une espèce de grosse fatigue. Et elle dit, mais j'avais un arrêt qu'une semaine. Il aurait fallu que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour lui demander un prolongement. Elle me dit, il m'a déjà donné une semaine, c'était pour la grippe. Et à aucun moment, elle a accepté de s'écouter. Alors c'était quoi le problème de rappeler le médecin et de demander peut-être 1-2 journées de plus parce qu'elle était vraiment fatiguée. Non, vous voyez, elle s'est pas écoutée. Donc, malgré la fatigue, elle était vraiment pas bien, à la force, elle est retournée au travail. Et en fait, elle a traîné une fatigue comme ça pendant très longtemps après. Ouais.
Et vous avez des exemples alors de patients qui n'arrivent pas à reconnaître du tout leurs émotions de manière générale, et c'est quoi les conséquences en fait? Alors à long terme, une émotion qui n'est pas accueillie, quand vraiment on bloque une émotion, le problème c'est que le corps peut somatiser. Alors j'ai des patients qui arrivent, qui ont des émotions refoulées depuis des années, qui peuvent avoir aussi un humour très défensif, qui rigolent tout le temps pour tout, et en même temps on se rend compte qu'il y a des émotions qui leur sont complètement étrangères. La colère, la tristesse. Et une fois qu'on les amène un peu à se connecter, bon, déjà l'émotion elle a du mal à circuler, c'est souvent un peu les chutes du Niagara, parce que quand il y a 15 ans de colère qui doivent sortir, faut que ça sorte, c'est un peu compliqué. Mais avant ça, le corps peut somatiser. J'ai des patients qui ont des lombalgies chroniques, qui ont des ulcères à l'estomac, des choses quand même assez classiques, ou qui me disent souvent « Oh, ça me gonfle, ça me gonfle ». Genre, il va respirer, dégonfler. Alors, si on est dans le cas où on arrive, là, ça y est, j'ai reconnu mon émotion. Alors, si par exemple, c'est, on va dire, une émotion forte et plutôt désagréable, à un moment donné, il va falloir quand même que je gère cette émotion. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, gérer, c'est l'accepter. Mais pour l'aider à circuler, si par exemple c'est une émotion, tout à l'heure on a parlé de l'insécurité, on peut par exemple utiliser, je propose des exercices à mes patients, par exemple la couverture lestée. Couverture lestée, c'est tout bête, c'est une couverture qui est très lourde. On peut s'en faire une à la maison facilement, on prend sa couette. Ça s'achète, mais honnêtement, il suffit de prendre, on met sa couette, 2-3 plaids par-dessus, ça fait une couverture lestée. Et en fait, ça amène la contention et ça amène, voilà, il y a presque l'image du bébé in utero. Et en fait, on se retrouve vraiment contenu et en fait, ça peut aider à faire circuler, à abaisser le niveau d'insécurité. Mais on le fait justement en pleine conscience. C'est pas je lutte contre l'émotion, elle n'a pas le droit, donc j'amène la couverture lestée. C'est j'accueille l'émotion et pour répondre aux besoins générés par l'émotion, je lui ramène de la sécurité et de la chaleur. Donc, je mets la couverture lestée sur moi. Et j'observe comment ça réagit dans mon corps. Oui, c'est ça. À la limite, on pourrait se faire une petite image de l'émotion hyper forte qui nous traverse, qui est encore en nous et qui petit à petit s'en va. Ça pourrait être un peu ça. Mais il faut vraiment s'observer parce qu'en fait, quand on s'observe, je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser les couleurs. On va se rendre compte aussi avec la respiration. On peut faire des exercices comme ça quand on inspire. Si, admettons, on a repéré au niveau du plexus qu'on se sent, admettons, très rouge foncé. On peut faire un exercice de respiration avec les couleurs. J'inspire du très, très clair. Et à l'expiration, finalement, je vois le rouge foncé qui circule, en fait, et qui bouge dans le corps. Donc, utiliser la respiration pour aussi amener le mouvement. Et en plus, plus on respire fort, plus on bouge le corps et ça ramène du mouvement et ça aide les énergies et donc les émotions à circuler. Ouais, parce que vous disiez ramener du mouvement, je sais pas, vous m'aviez dit, on peut secouer ses mains. Exactement, c'est un exercice très facile. Comme les enfants, vous savez, les enfants, non, j'en ai marre. Ou alors, on peut se faire aussi vraiment secouer les mains. Si on secoue les mains très fort, on va se rendre compte vraiment que ça circule très, très vite, en fait, à l'intérieur. Et on peut faire ça aussi quand on en a marre. Ça suffit, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Voilà, et on va sentir l'énergie circuler dans le corps. Les enfants, il faut aussi, ils tapent des pieds. Ah oui, voilà. Oui. Mais ça marche très, très bien. Taper des pieds quand on est très en colère. Je suis fâchée. ça marche très, très bien. En fait, il faut imiter les enfants, finalement. Les enfants, quand justement, on les a pas trop, j'ai envie de dire, déséduqués en leur disant « ne pleure pas, ne rigole pas trop, arrête de gigoter, etc. » Voilà, finalement, les enfants, c'est les modèles pour gérer les émotions. On parlait de l'enfant qui tombe sur la cour, un enfant qui tombe sur la cour. Il a très, très peur, il a mal, il a les larmes qui partent à l'horizontale comme dans un manga. Il y a la petite copine qui arrive qui fait un bisou magique et hop, l'émotion a été accueillie, elle a circulé, il repart en courant et tout le monde est heureux et voilà, tout le monde a le sourire. Ah ouais, et c'est reparti en fait. Ah ouais. Donc une émotion peut circuler très très vite. Bah oui, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle qu'on peut se dire. Si on l'aide. Si on l'aide. Qu'est-ce que vous avez comme autre exercice qu'on pourrait faire? Alors, un exercice, j'aime bien celui avec la feuille, parce que mes patients, je leur conseille de faire ça au travail, quand c'est compliqué au travail. On prend une feuille blanche et on écrit sur la feuille blanche tout ce qui nous embête, tout ce qui est à base d'émotions, on va dire, plus désagréables. Tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous met, voilà, tout ce qui génère quelque chose de désagréable. Et on écrit, on décrit, vraiment, il faut gribouiller la feuille, il faut y aller. On y va à fond. On y va à fond. Et même si à la fin, on a du mal à identifier, comme
comme les enfants, on gribouille, voilà, on gribouille. Et une fois que tout est déposé sur la feuille, qu'elle est vraiment noircie de tout ce qui nous embête, on prend la feuille et on se fait un malin plaisir à déchirer la feuille tranquillement avec l'idée que toutes ces émotions désagréables n'ont plus à avoir leur place, c'est bon. Elles ont circulé, elles sont passées de mon corps à la feuille, donc elles ont circulé et après, hop, on met à la poubelle. Et souvent, quand mes patients, je leur fais faire ça au cabinet, souvent quand ils mettent à la poubelle, ils se rendent pas compte, mais je leur fais remarquer souvent, il y a comme un... allez, à la poubelle. Ouais. Et on sent, il y a quelque chose... Comme un soupir. Comme un soupir qui vient soulager, qui vient illustrer la tension que venait générer tout ce paquet d'émotions à l'intérieur. Je suis soulagée. Ouais, c'est ça. C'est le mouvement pour accompagner l'émotion, il est important dans les exemples que vous nous avez donnés. Complètement. Ouais. Et c'est pour ça que... Je ne reste pas figée comme ça. Voilà. Ouais. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire du sport. Mais au-delà même du sport, parce que c'est compliqué parfois de faire du sport, la marche amène le mouvement naturellement et donc les émotions vont circuler. Je mets au défi n'importe qui a comme une grosse charge mentale, un gros problème, quelque chose, vous savez, des fois on a des espèces de gros problèmes, on se réveille le matin, il revient tout de suite en tête. Allez marcher 2 heures. Au bout des 2 heures, vous aurez nécessairement un début de solution au problème. Soit vous aurez lâché prise parce que vous n'aurez aucune marge de manœuvre sur le problème, soit vous aurez trouvé un début de solution. Ah ouais. Donc la marche est vraiment excellente pour la gestion des émotions. Et si on ne peut pas faire 2 heures, on en fait un petit peu moins. Mais même un quart d'heure, c'est déjà super en fait. C'est déjà super. Même un quart d'heure. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, d'exemples à donner, de conseils à donner pour gérer ces émotions. Mais malheureusement, le temps passe vite. En tout cas, il est temps de reconnaître, on va dire, nos idées reçues sur les émotions. Les émotions ne devraient certainement plus être considérées comme gênantes, voire dangereuses. Certaines émotions, notamment certaines émotions désagréables, sont encore perçues comme des phénomènes honteux, voire tabous. Faisons un effort pour nous familiariser avec le vocabulaire émotionnel. Ça permettra au sein de nos familles une meilleure reconnaissance de chacun de ses membres. Merci beaucoup, Manuela, d'avoir guidé cette réflexion. Merci pour votre invitation. Sur les émotions. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver l'émission Vie de famille sur le site de Radio Fidélité, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, YouTube, Deezer, Spotify. Merci, chers auditeurs, pour votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Vie de famille.